chaque faiblesse de l'Occident, il pouvait y avoir une poussée plus favorable en faveur de la Russie. On voit bien qu'il y a une espèce de grande alliance des régimes autoritaires. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour inaugurer un nouveau concept d'interview thématique avec à chaque fois un invité qui parle d'un sujet. Et pour commencer, l'ancien président de la République François Hollande est venu s'exprimer sur la géopolitique. En effet, il a été aux premières loges des bouleversements de ces 10 dernières années et on a même fait le titre de son dernier livre, dont un exemplaire sera gagné en fin de vidéo. Mais que peut-il penser des sujets les plus brûlants de l'actualité géopolitique? La réponse dans cette vidéo, on y va. Bonjour. Je l'ai écrit dans le contexte de la guerre en Ukraine qui venait de se déclarer. J'ai voulu remonter aux causes même de ce qui se produit sous nos yeux depuis plusieurs mois. De mon expérience de chef de l'État dès 2012, de mon observation, celle que je peux avoir après être parti de l'Élysée, j'ai voulu mettre en cohérence ce qui s'était passé depuis 10 ans et qui aboutit au résultat, hélas, dramatique que l'on connaît aujourd'hui. Donc je repars de mes premières rencontres avec Vladimir Poutine et avec Xi Jinping et cette grande alliance qui s'est formée entre la Russie et la Chine. J'évoque le retrait américain, et notamment la décision de Barack Obama de ne pas intervenir en Syrie quand c'était nécessaire. Je détaille aussi ce que fait l'Europe ou ce qu'elle ne fait pas, sa capacité à résister aux crises mais pas forcément à les anticiper. Je reprends ce que j'ai fait pour la COP 21, pour le climat, qui va être la grande affaire des générations comme les vôtres. Et enfin de la pandémie qui a mis en valeur le fait que les régimes démocratiques étaient sans doute mieux outillés grâce à la liberté, même si elle a été contrainte, que les régimes autoritaires. Pour toutes ces raisons, je conclus en disant que nous devons prendre conscience que la Russie et la Chine sont entrées dans un processus plus agressif, hélas plus belliqueux encore pour la Russie, un peu prudent pour la Chine par rapport à Taïwan, et que, en conséquence, nous devons, en tant qu'Européens, réussir à bâtir une défense qui puisse être autonome, même si elle doit être toujours liée aux États-Unis, et d'être engagé encore davantage sur la question climatique. Et oui, face à cette Europe, l'alliance entre les puissances russes et chinoises est bien réelle depuis les années 90, pour des enjeux énergétiques, militaires ou tout bonnement diplomatiques. Par exemple, à l'ONU, l'un protège les exactions de l'autre. Et c'est ça que dénonce justement M. Hollande dans son livre, c'est l'absence de considération humaine de ces deux puissances, qui l'opposent aux démocraties. Mais justement, qui va l'emporter selon lui ? Beaucoup n'auraient pas parié sur une victoire possible de l'Ukraine quand Vladimir Poutine a décidé de l'envahir. Et pourtant, sans qu'il ait été besoin d'aller chercher des forces étrangères, les Ukrainiens, certes aidés par des armes qui leur sont fournies par l'Europe et par les États-Unis, ont réussi à repousser l'envahisseur russe et maintenant le mettre sous pression aussi bien à l'est de l'Ukraine qu'au sud. Enfin, rien n'est gagné, ce qui veut dire que rien n'est perdu pour Vladimir Poutine, ce qui explique qu'il ait décidé de faire des référendums, même s'ils sont tout à fait bidons, pour prendre un territoire et à un moment chercher une négociation sur la base de ce qu'il aura conquis. Donc toute la question va être de savoir si la démocratie ukrainienne est capable de retrouver l'intégrité de son territoire ou si au contraire, si je puis dire de guerre lasse, on laisse Vladimir Poutine encaisser les dividendes de son agression de ces derniers mois. Vous avez tous entendu parler de la contre-offensive menée depuis quelques semaines par Zelensky en Ukraine. Mais un petit rappel des chiffres s'impose, parce que ce sont plus de 20 000 soldats répartis en 15 bataillons qui ont repris plus de 3000 km² à l'armée russe. Donc plus qu'une simple percée territoriale, c'est une vraie contre-offensive menée par Kiev. Malgré cela, M. Hollande considère que négocier la paix serait une capitulation. Nous allons voir pourquoi. Ça dépend quelle paix serait négociée. Si c'est pour que l'Ukraine retrouve ses frontières telles qu'elles existaient avant 2014, puisqu'il y a déjà eu en 2014 une première séparation d'un certain nombre de territoires, là ce serait une victoire pour l'Ukraine et pour la démocratie. On aurait repoussé une agression, l'Ukraine aurait retrouvé ses frontières, elle serait reconnue au plan international et non seulement la guerre serait terminée, mais le conflit pour longtemps serait repoussé. Si en revanche on laisse la Russie de Poutine, malgré toutes les horreurs qui ont été commises et aussi les pressions qui sont sur la jeunesse russe, emporter une partie des territoires, c'est-à-dire prendre non seulement la Crimée, non seulement ce qu'il y avait déjà à l'est de l'Ukraine, mais d'autres territoires, ça voudra dire que le recours à la force, que l'entreprise de guerre peut obtenir un résultat favorable, et j'imagine
que la Chine regarde avec attention l'issue de ce conflit. Si c'est Vladimir Poutine qui gagne, la Chine peut être tentée elle-même de faire une opération sur Taïwan. Si en revanche il a été non seulement repoussé mais affaibli et son armée sérieusement abîmée, je pense que les Chinois, malgré l'alliance qu'ils ont avec la Russie, seront beaucoup plus prudents pour d'autres initiatives. De fait, la Chine ambitionne de reprendre Taïwan, territoire séparé du pouvoir central depuis la révolution de 1949. Elle multiplie donc les intimidations et fait craindre à tous une invasion proche. Mais c'est exactement ça qu'a fait Vladimir Poutine en 2014 en Crimée, annexant le territoire des suites d'un référendum jugé illégal à l'international. Mais à vouloir autant de territoire, Vladimir Poutine ne serait-il pas fou? C'est exactement ce que nous avons demandé à François Hollande. Voici sa réponse. Non, Vladimir Poutine n'est pas fou, ça c'est une vision un peu romanesque, en l'occurrence tragique. On dit, finalement, il y a des dirigeants qui deviennent fous. Non, il a cette volonté depuis des années, sans doute depuis 10 ans, c'est pour ça que je repars de là, de reconstituer d'une certaine façon ce qu'avait été l'Union soviétique, en tout cas l'Empire russe, dont il pense qu'il a été dépecé au lendemain de l'effondrement de la guerre froide, et qu'à partir de là, il y a une revanche à prendre. Il ne pensait pas y parvenir forcément, il ne connaissait pas le calendrier, mais ce qu'il relevait, c'est qu'à chaque faiblesse de l'Occident, il pouvait y avoir une poussée plus favorable en faveur de la Russie. Ça a été le cas en Syrie, quand il a défendu le régime de Bachar el-Assad. C'est le cas en Libye, c'est le cas en Afrique où il a une société privée qui agit au Mali, en Centrafrique et ailleurs. Et là, en Ukraine, il a pensé que la faiblesse de l'Occident lui permettrait d'envahir l'Ukraine sans dommage. Et c'est là qu'il s'est trompé. En effet, le président russe instrumentalise l'histoire à des fins de conquête territoriale, que ce soit l'histoire de l'URSS ou l'histoire de l'empire tsariste, antérieur à cette URSS. Beaucoup pensent aussi que Poutine cherche à reconstruire cet empire. Et il est vrai que la Russie mène une politique très expansionniste ces dernières années, avec la Transnistrie en 1992, la Tchétchénie à partir de 1994, un rapprochement avec la Biélorussie en 1999, une intervention en Ossétie en 2008, ainsi qu'en Ukraine en 2014, sans compter la présence de Wagner, une milice russe en Afrique, les interventions en Syrie, au Haut-Karabakh, ainsi que la domination de Moscou sur de nombreux États environnants, sans compter l'alliance déjà évoquée faite avec la Chine. Poutine est un personnage clivant. Nous avons donc demandé à François Hollande quel était le souvenir du dirigeant russe qui l'avait le plus marqué durant son quinquennat. Voici sa réponse. Le souvenir qui me revient, c'est la capacité qu'a Vladimir Poutine de mentir effrontément, de me faire croire par exemple qu'il ne connaissait pas les séparatistes ukrainiens, de me laisser penser que c'était pas Bachar el-Assad qui avait utilisé les armes chimiques contre sa population, mais c'était l'opposition qui s'était elle-même mis des armes chimiques sur la tête pour créer une mobilisation internationale. C'est ça dont Poutine est capable, un mensonge qui sidère son interlocuteur. Vous l'avez compris, on retrouve très souvent dans le livre de François Hollande l'opposition entre d'un côté les empires autoritaires et les démocraties logiquement démocratiques. Mais cette disposition bipolaire, on la retrouve aussi dans le contexte de la guerre froide qui s'est déroulée de 1947 à 1991. Tout simplement, est-ce que c'est une nouvelle guerre froide qui se forme devant nous? La guerre froide, c'était la coexistence de deux blocs, un bloc communiste et un bloc, on dirait, occidental. C'était un affrontement donc qui était à la fois de puissance mais aussi d'idéologie. Là, on est devant un bloc qui s'est constitué, les régimes autoritaires, notamment la Chine et la Russie, mais pas seulement. On voit bien que l'Iran, même la Turquie, quelquefois, peut participer de ce bloc. Et puis, de l'autre, des régimes démocratiques qui peuvent avoir des politiques sociales ou économiques différentes. Ils ne sont pas dans un système pour autant idéologique, mais c'est la démocratie face à des régimes autoritaires. Et on voit bien qu'il y a une alliance entre les régimes autoritaires. Regardez ce qui se passe en ce moment en Iran avec les femmes qui sont hélas poursuivies, tuées, et les manifestations qui sont réprimées. La Russie, la Chine, sans soutenir bien sûr cette répression, mais ne la condamne pas. Quand on voit aussi en Birmanie, Aung San Suu Kyi, qui était la dirigeante, être mise en prison, c'est la Chine, c'est la Russie qui soutiennent la junte militaire. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de grande alliance des régimes autoritaires, dictatoriaux, et qui considèrent que la démocratie, c'est la décadence, c'est le déclin, c'est l'incapacité de vivre en commun, c'est l'impossibilité
de tracer des perspectives de long terme. Donc à nous les démocrates de réagir, à vous les jeunes générations, de se dire qu'est-ce qu'on a envie de défendre. On a envie de défendre nos libertés, on a envie de défendre une conception de la société, des droits fondamentaux. Donc on ne doit pas laisser les démocraties s'affaiblir, se diviser, si je puis dire s'avachir. Comme M. Hollande en a parlé, il est de notre devoir de vous approfondir très rapidement quelques points vis-à-vis de l'Iran et de la Birmanie. En Iran, c'est très simple, les droits humains sont réprimés parce que la moitié de la population n'y a tout simplement pas accès. Les droits des femmes sont réduits à néant depuis l'application de la charia à partir de la révolution iranienne de 1979. En Birmanie, c'est une junte militaire qui a pris le pouvoir l'an dernier et qui depuis muselle toute opposition et bien sûr toute forme de démocratie. Mais un autre danger s'ajoute à cela, en plus du climat et de la guerre, largement évoqué dans le livre de M. Hollande, c'est le repli sur soi, et l'indifférence vis-à-vis des dangers du monde. Est-ce ça qu'ont exprimé les Italiens en élisant Giorgia Meloni à la tête de leur pays il y a quelques semaines ? Oui, face à des menaces telles que je viens de les décrire, face à des affrontements qui inquiètent, il y a deux attitudes. Une attitude qui est celle de l'engagement, de se dire, bon, écoutez, nous devons nous défendre d'abord par rapport à l'extérieur, puis défendre nos idées, nos valeurs, croire quand même à l'ouverture, croire aussi à l'échange, ne pas nous enfermer. Et puis il y a une autre attitude qu'on a vue d'ailleurs aussi bien au moment de la crise sanitaire que même sur la crise climatique, qui est de dire mais non, on a qu'à nous enfermer, nous séparer des autres. Qu'est-ce qu'on en a à faire finalement de ce qui se passe en Ukraine, de ce qui se passe en Afrique, et au contraire de stigmatiser l'étranger, celui qui vient sur nos côtes parce qu'il est chassé de toutes parts. Donc c'est vrai qu'il y a ces deux attitudes, une attitude où on défend ce qu'on croit être le progrès, une forme de conscience de nos responsabilités humaines, y compris climatiques, et puis une autre attitude qui est d'agiter des peurs qui n'ont pas besoin d'ailleurs d'être tellement stimulées parce qu'elles sont là, et en évoquant plutôt le repli, et c'est ce qui sans doute a emporté l'adhésion d'une petite majorité d'Italiens. En effet, ce sont 43% des suffrages exprimés qui ont permis à la coalition de Giorgia Meloni de briguer le pouvoir en Italie. La candidate eurosceptique, conservatrice et parfois même considérée comme une héritière du fascisme, devrait être nommée à la tête de la troisième puissance de l'Union européenne le 12 octobre. Face à ce qu'il considère comme des dangers, donc par rapport au climat, à la guerre ou au repli sur soi, M. Hollande a des conseils à adresser à la jeunesse. La jeunesse, elle doit s'engager. Elle ne peut pas être spectatrice. Elle ne peut pas être simplement dans une forme d'indifférence en disant qu'elle ne peut rien faire. Au contraire, il y a des grands mouvements collectifs qu'il faut reprendre, des grandes formations politiques qu'il faut réinventer pour bâtir une Europe qui corresponde à nos valeurs et aussi à nos choix, notamment par rapport à la question de la sécurité, du climat. Et puis de défendre la démocratie. On a parfois le sentiment que la démocratie, ça compte plus, qu'il ne faut plus aller voter, que ça ne sert à rien d'être dans les partis politiques, que même d'ailleurs ces partis politiques ne donnent pas forcément la meilleure des images, et qu'il faudrait s'occuper simplement d'une cause tout à fait juste, d'une association ou un travail que l'on peut faire autour de soi pour défendre un certain nombre de valeurs qui sont justes. Non, il faut à un moment être capable de porter un esprit collectif. C'est ça ce qu'on attend de la jeunesse, et c'est ce que j'espère qu'elle fera de la politique. Ça s'appelle de la politique. Merci beaucoup à M. Hollande d'avoir accepté cette interview. J'espère que le format vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite, parce que évidemment d'autres contenus de ce type vont arriver, notamment dimanche prochain avec un invité mystère. Un seul indice, il a une moustache. Et par rapport au livre, bien sûr ce livre est à gagner en écrivant « Je participe » dans les commentaires, en likant la vidéo et en vous abonnant au compte. Vous participerez au concours. Un tirage au sort sera effectué dimanche prochain. Merci Monsieur le Président. Merci à vous. Merci beaucoup.